Bonjour, bonjour à tout le monde. L'écrivain Fofana Adja-Awa est en direct aujourd'hui. Voilà, j'aimerais vous présenter mes excuses pour la dernière fois. Le direct du mardi n'a pas été effectif parce que j'ai eu un petit problème de direct. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette émission aujourd'hui jeudi. Et voilà, pour combler ce qu'on n'a pas pu faire le mardi. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre aujourd'hui le direct. Parce qu'aujourd'hui, je parle d'un problème qui est très spécifique à l'Afrique, qui est l'éducation. Donc, du coup, l'éducation est très, très, très importante pour nous, pays africains. Alors qu'il y a pas mal de problèmes qui engendrent cette éducation-là. Donc, aujourd'hui, je parlerai de l'éducation. Vous avez vu sur ma page de lire, j'ai annoncé que j'allais parler de ça aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Sans plus tarder, bon Dieu merci, je vois qu'il y a une personne qui suit déjà le direct. Les autres, venez. Donc, sans plus tarder, je vais commencer en parler, parce qu'il y a pas mal d'informations à vous donner. C'est vrai que peut-être qu'on va faire plus que 45 minutes, mais c'est normal parce que en ce qui concerne l'éducation, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de chiffres à donner. Donc, je suis obligée, souvent, ce qui concerne les vidéos, d'aller un peu plus, de dépasser plus de 30 minutes. Voilà, donc je vous remercie de liker ma page, de suivre mes directs. Et à partir d'aujourd'hui, les directs seront plutôt les jeudis à la même heure de Paris, 11 heures, qui est midi plutôt, qui est 11 heures en Afrique. Donc, ça sera maintenant les jeudis au lieu de mardi. Donc, j'ai eu un petit problème d'emploi du temps. Donc, du coup, les directs se feront maintenant les jeudis. Voilà, sans plus tarder, on va commencer. Aujourd'hui, on parle d'éducation, comme j'ai dit, l'éducation en Afrique de l'Ouest subsaharien. Aujourd'hui, je parle d'éducation et plus précisément l'éducation en Afrique. Tout d'abord, je commencerai par une citation d'un grand président africain qui nous a malheureusement quitté en 2013, qui est le président sud-africain Nelson Mandela, qui a dit ceci. Il dit: l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et je trouve que cette citation a deux variantes. Tout d'abord, venant d'un homme comme Nelson Mandela, avec toute la valeur qu'on connaît de lui, avec toute l'histoire, qu'on connaît de ce dernier, et tout ce qu'il a traversé aussi. Et ça, c'est la première variante. Et la deuxième variante, lorsqu'il dit utiliser pour changer le monde. Ce qui est d'autant plus significatif dans la mesure où il ne dit pas changer l'Afrique, mais changer le monde. Ça veut dire que tout individu, tout être humain vivant dans ce monde a droit à une éducation, doit avoir une éducation. Cela signifie aussi que l'éducation est universelle. Tout individu a droit à une éducation. Donc, en disant l'éducation, c'est l'arme la plus forte qu'on peut utiliser pour changer le monde, je pense qu'elle est très, très, très significative. Et ça, ce n'est pas qu'adressé aux Africains seuls, mais c'est adressé à tout le monde, à tout être humain vivant sur la Terre. Avant de vous présenter mon analyse, je dirais pour moi l'éducation, c'est un facteur important de développement économique. Elle donne aux populations le pouvoir de réfléchir, d'opérer des choix et d'améliorer leurs conditions de vie. Ça, c'est pour moi, c'est ça l'éducation. Quand on n'est pas éduqué, je pense qu'on peut se faire arnaquer, on peut se faire malmener par les politiques, parce que du coup, on ne comprend rien de ce qu'ils font, on ne comprend rien de ce qu'ils disent. Alors que le fait qu'on soit éduqué, on peut opérer des choix, on peut dire ça on veut, soit on ne veut pas, et on peut améliorer aussi nos conditions de vie. Donc pour moi, l'éducation, c'est ça. L'éducation, c'est un facteur important de développement économique. Elle donne aux populations le pouvoir de réfléchir
réfléchir, d'opérer des choix et d'améliorer les conditions de vie. Donc, je ferai l'analyse en 3 phases. En première phase, je parlerai des différentes phases de l'éducation. En deuxième phase, je parlerai des éléments constitutifs du manque d'éducation en Afrique. Et en troisième phase, je ferai quelques propositions. Donc, avant de commencer, je dirais, je ne sais pas si vous connaissez les objectifs du millénaire pour le développement qui ont été institués par les Nations Unies en 2000 et dont la date butoir, c'était 2015, la date butoir. Et en septembre 2015, ils ont essayé de faire le bilan de savoir qu'est-ce qui n'avait pas marché et qu'est-ce qui avait marché. Et l'objectif, les objectifs du millénaire pour le développement, l'objectif 2, c'était assurer une éducation primaire pour tous. Ça, c'était en ce qui concerne l'objectif du millénaire pour le développement. Et en 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont fait le bilan, les objectifs maintenant se sont rejoints plutôt à 17 objectifs. On s'est retrouvé à 17 objectifs. Donc, la place de l'éducation est venue en 4e position. Et la 4e position, c'est plutôt maintenant l'éducation de qualité. Ce n'est plus l'éducation primaire pour tous, mais c'est plutôt l'éducation de qualité. Et donc, pour moi, la première phase de l'éducation, c'est la petite enfance. C'est ce qu'on appelle communément la maternelle. La petite enfance, c'est de là que débute une éducation. La maternelle, la petite enfance. Cependant, celle-ci est une étape très, très, très importante pour poser les fondamentaux de la réussite éducative future. Alors qu'on remarque en Afrique de l'Ouest, la plus grande majorité des enfants n'accèdent à l'éducation qu'à partir de l'école primaire, ce qui est dommage. Parce qu'on ne met pas trop l'accent sur la petite enfance, la maternelle. C'est plutôt à partir de 6 ans, 7 ans, 5 ans, souvent qu'on met les enfants au CP, au primaire. Alors que déjà, avant le primaire, il y a déjà la petite enfance, il y a déjà la maternelle qui est plus important, comme je dis, qui pose les fondamentaux de la réussite éducative du futur. On remarque qu'en Afrique de l'Ouest, comme je disais tout à l'heure, les enfants accèdent à l'éducation accèdent à l'école qu'à partir de l'école primaire. Et ceci s'explique aussi par le fait qu'il y a un nombre restreint de pré-primaires. Et le plus souvent aussi, ces derniers sont privés. Et ils sont situés dans des grands centres urbains. Donc, du coup, tout le monde n'a pas accès à ça. C'est quelqu'un qui est au fin fond d'un village de Boaké. Il n'y a pas l'école maternelle. Donc, du coup, son enfant n'ira pas à l'école. Il va aller à l'école peut-être à l'âge de 5 ans, 6 ans, alors que déjà, il a raté des années de primaire. Donc, il y a le fait aussi que ces écoles pré-primaires-là ne sont pas publiques. La majorité, c'est privé. Alors que ce n'est pas tout le monde qui peut accéder aux écoles privées. Et ceci, c'est un facteur qui est en défaveur du développement du système éducatif primaire. Le fait que les gens sont obligés d'aller dans les grandes villes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une majorité d'écoles primaires, de maternelle. La plupart du temps, tout est privé. Donc, je vois que l'école pré-primaire est très, très, très embryonnaire dans nos différents États, dans nos différents pays africains. Les enfants issus de familles pauvres ou vivant dans des zones reculées ne peuvent pas avoir accès à l'éducation pré-primaire. Donc, finalement, aujourd'hui, l'éducation pré-primaire représente un luxe pour tout individu qui veut s'offrir. Il faut avoir de l'argent pour aller inscrire l'enfant à l'école primaire, à l'école pré-primaire, à la maternelle, parce que pourquoi les écoles publiques n'en ont pas pratiquement. L'école primaire, en ce qui concerne l'école primaire, la majorité des établissements sont publics. C'est pas bien mal, mais il y a aujourd'hui de plus en plus d'établissements privés qui sont créés. Et ce développement d'établissements privés-là s'explique par la faiblesse des enseignements publics et tout particulièrement en Afrique de l'Ouest.
Il y a tellement l'enseignement public qui est très faible. Donc aujourd'hui, ça donne plus de pouvoir, plus de possibilités aux gens aujourd'hui de créer plus d'écoles privées. On constate aujourd'hui aussi que à l'école primaire, le taux brut de scolarisation demeure élevé apparemment. Bon, c'est ce qu'on dit, mais il faut dire aussi que ce taux prend également en compte le nombre important d'entrées tardives au primaire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les enfants ne vont pas à l'école à l'âge normal. Ils vont plutôt à l'école parce que déjà, ils ne font pas le pré-primaire, ils ne font pas la maternelle. Donc, du coup, il y a des enfants même qui vont à l'école à l'âge de 7 ans, 6 ans, 6 ans, 7 ans. Bon, 6 ans, 7 ans, c'est déjà, c'est tard. Parce que ici en France, en Europe, les enfants, déjà, ils vont au pré-primaire. Même avant le pré-primaire, il y a même la crèche où l'enfant, déjà, à 3 mois, déjà, il peut aller à la crèche jusqu'à l'âge d'aller à la maternelle. Donc, la réalité est qu'actuellement, il y a plus de 34 millions d'enfants âgés de 6 à 11 ans qui ne fréquentent pas l'école primaire. Il y a cette majorité-là aussi. Et l'impact de l'éducation primaire est relativement faible. Le système se caractérise par son manque d'efficacité interne. Comme je disais, il y a le système, il y a un manque d'efficacité. Donc, du coup, ça fait que le système n'avance pas comme on le souhaiterait. Nous avons un taux d'abandon qui demeure toujours élevé. Et cela signifie qu'il n'y a pas d'accompagnement et jusqu'aux dernières années de l'école primaire. Ça relève aussi du manque de suivi des enseignements parce que c'est pas possible qu'on ait 34 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont âgés de 6 à 11 ans. C'est dommage, c'est pas possible. 34 millions, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Donc, du coup, ces enfants-là, ils ne vont pas à l'école. Et je pourrais dire que c'est le manque d'accompagnement et le manque aussi de suivi des enseignements, des enseignants, disons. Pour vous donner un chiffre, en 2016, plus de 6 millions d'enfants âgés, ça c'était en 2016, plus de 6 millions d'enfants âgés de 6 à 11 ans ont abandonné l'école. Déjà à 6 à 11 ans, 6 à 11 ans, si on abandonne l'école, c'est que c'est une catastrophe. Pour moi, en tant que chercheur, je trouve que c'est une catastrophe parce que 6 ans, de 6 à 11 ans, on n'a rien fait, on débute même pas, on ne fait même pas l'école, quoi. On n'a rien fait d'abord. Donc déjà de 6 à 11 ans, si on doit abandonner, moi je trouve que c'est une catastrophe. Il y a aussi un constat qui est très important de souligner, c'est le constat de surcharge des classes. Il y a les classes comprennent une cinquantaine d'élèves et ce qui est énorme pour des classes de primaire. On ne peut pas avoir des classes avec 40 élèves, avec 50 élèves. Dans ce cas, les élèves vont comprendre quoi? Les élèves qui sont derrière des classes, on sait comment sont les classes en Afrique, chez nous en Afrique, on sait comment sont les classes avec les bancs. Il y a des élèves qui sont tout au fond, au milieu, il y a devant. Donc, si une classe a 50 élèves, bon, ceux qui sont derrière, comment ils vont suivre le maître? Ça, ils ne pourront pas le suivre. Maintenant, est-ce que le maître aura cette idée de circuler entre les tables ou bien de surveiller les enfants, 50 enfants qui font du bruit, qui ne suivent pas? Moi, je pense que pour un enseignant, c'est pas facile de gérer tout ça. Parce que déjà, à la base, les enfants sont bruyants. Donc, s'il y a 50 enfants, comment il peut faire? Donc, qu'est-ce que le maître va faire? Il va travailler avec ceux qui suivent les cours. Mais il ne va pas aller travailler avec ceux qui sont bruyants ou bien ceux qui font des bruits derrière. Donc, du coup, c'est le fait qu'il y a trop d'enfants dans les classes, c'est quelque chose à remédier. En ce qui concerne l'école secondaire, en Afrique de l'Ouest francophone, je reste sur l'Afrique de l'Ouest francophone. Pourquoi? Parce que je suis de l'Afrique de l'Ouest francophone. Bon, je vais aussi quand même donner des chiffres d'autres pays africains parce que je parle aussi en général de l'Afrique subsaharienne. Donc, en ce qui concerne l'Afrique, l'éducation secondaire, la qualité de l'enseignement demeure faible. Le taux de redoublement s'élève à 16%. 16% du taux de redoublement. De plus, moins de 30% des enfants terminent le premier cycle du secondaire et moins de 15% parviennent jusqu'à la fin du second cycle.
Et ceux qui obtiennent le diplôme à l'issue du second cycle ne possèdent même pas de compétences de base, quoi. Ils n'ont pas de compétences de base, ils ne peuvent pas s'insérer dans la vie active. Et quant à l'enseignement technique et professionnel, il est quasi inexistant. Donc, vous voyez déjà le problème qu'elle a. Déjà, la base de l'éducation n'est pas acquise. Donc, du coup, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants déjà qui ne vont pas à l'école, ils abandonnent. Parce qu'il y a souvent, pas parce que les parents n'ont pas les moyens, mais il y a aussi le fait que les parents n'encouragent pas, ou bien les enseignants aussi, ils n'aident pas les enfants à aimer l'école. Donc, du coup, on voit qu'il y a beaucoup d'abandon. Et ceux qui restent, on voit qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à terminer le premier cycle, le second cycle. Même ceux qui arrivent à terminer le second cycle, ils n'ont pas de compétences de base. Donc, du coup, ils n'arrivent pas à s'insérer dans la vie active. Et l'enseignement technique qui peut être le relais n'existe pratiquement pas. Donc, si je prends l'exemple de certains pays, comme je disais tout à l'heure, je parle de l'Afrique de l'Ouest, mais on a aussi des éléments sur certains pays africains, parce que c'est l'Afrique subsaharienne aussi que je parle. Donc, si je prends par exemple l'exemple de l'Afrique du Sud, du Cap-Vert, du Botswana, le taux brut de scolarisation qu'on appelle les TPS, les TBS, pour le secondaire sont supérieurs à 80%. Vous voyez que dans ces pays-là, il y a beaucoup plus d'enfants qui vont à l'école, au secondaire. Et les pays comme le Tchad, le Burkina, le Niger, le Burundi, on a environ un quart des enfants âgés de 15 à 18 ans qui sont inscrits dans un lycée. Donc, avec ces chiffres, vous voyez nettement que la majorité des enfants qui vont à l'école, qui arrivent à un pourcentage assez élevé, la majorité, ce sont les pays anglophones. Et la majorité des pays, c'est dommage de le dire, mais je le dis quand même, où les enfants n'arrivent pas à dépasser le premier cycle, le second cycle, c'est l'Afrique francophone. Donc, du coup, il y a un décalage entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Et je trouve que pour moi, en tant que chercheur, je trouve que c'est dommage. Il faut que nous, les pays africains francophones, on arrive à remédier à tout ça. Donc, pour parler maintenant de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche, le succès est très marginal, il faut le dire. Il n'y a pas assez de chercheurs en Afrique, on n'a pas de laboratoire en tant que tel, même souvent pendant les cours de physique-chimie, les enfants, ils font des cours parce que le professeur explique, mais il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de matérialisation de ces exemples-là. Donc, du coup, voilà, on fait le cours parce qu'il faut faire le cours. Ben, on comprend rien, on comprend pas grand-chose. Donc, le nombre d'étudiants au supérieur est très insignifiant. On constate que l'enseignement supérieur présente une fréquence importante de redoublement, il faut le dire, et de réorientation ou d'abandon. C'est deux choses. Soit les enfants redoublent, ou ils pensent à une réorientation, ou c'est l'abandon total parce qu'ils ne peuvent plus arriver, ils ne peuvent plus continuer. Quand je prends par exemple l'exemple du Ghana, qui est juste le pays qui est à côté de la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Bénin, le taux brut de scolarisation tout à l'heure, comme je te disais, les TPS, les TBS, c'est-à-dire le taux brut de scolarisation est de 10%. Comment j'ai cité 3 pays où le TBS est à 10%. C'est infime, c'est comme si ça n'existait pas pratiquement. Il faut dire aussi que le niveau de l'enseignement en Afrique de l'Est franco-anglophone est très élevé, est très supérieur à celui de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les pays anglophones ont plus cette possibilité-là d'avoir des enseignements de qualité, contrairement aux pays francophones de l'Ouest.
Il faut dire aussi que on remarque dans ces temps, bon, il y a depuis belle lurette, depuis un bon moment, on remarque qu'il y a une grande mobilité professionnelle. Cette mobilité-là aussi s'explique par le fait qu'il y a une faiblesse de l'enseignement supérieur, mais qui malheureusement contribue aussi à l'affût des cerveaux. Quand je prends des exemples, je prends mon exemple, je ne vais pas prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. Moi, je suis venue ici pour faire des études et voilà, je me suis formée, j'ai fait des études, donc voilà, je suis là. Donc, c'est cette mobilité-là, professionnelle aussi, en train de fuir de cerveau. Voilà, j'ai appris quelque chose, mais je suis là, je suis en France. Mais je pense que par rapport à mes vidéos que je fais, par rapport au partage que les gens vont faire, par rapport au fait que les gens vont voir mes vidéos, ils verront aussi qu'ils ont une jeune sœur africaine aussi qui vit en France, qui est spécialiste de politique de développement économique, économie politique et de droit des relations internationales. Donc je pense que voilà, ça j'ouvre rapidement une parenthèse pour dire ça. Et voilà, je continue. Donc, en Afrique du Sud, par exemple, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Ghana et l'Angola représentent les 4 premières destinations privilégiées du sous-continent. Et je trouve ça très bien dans la mesure qu'on arrive à circuler entre nous, aller dans des pays intra-africains pour aller à l'école. Donc, ça montre aussi qu'il y a certains pays où il y a quand même pas mal d'enseignements de qualité. Et cette mobilité intra-régionale, je trouve que elle est favorable aussi, elle est très bien aussi pour nous. Mais après cette mobilité, la majorité des mobilités qu'on voit, ce sont des mobilités hors du continent africain, par exemple des gens qui viennent au Canada, qui viennent aux États-Unis, en Angleterre, ici en France aussi, pour aller à l'école. Donc, comme je disais, la deuxième partie, je parlerai plutôt des éléments constitutifs du manque d'éducation. Il y a entre autres l'insuffisance des financements. Je pense que c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose que je vous apprends, vous le savez, qu'il y a un gros retard de développement du secteur de l'éducation qui s'explique par une allocation insuffisante des ressources financières. Et cette insuffisance-là se traduit par la faible qualité de l'accueil. Il y a des sous-équipements, comme je disais tout à l'heure en amont, j'ai parlé des cours de physique, par exemple, de physique-chimie qu'on fait dans les classes du secondaire, où le professeur fait le cours, on ne voit pas de matérialisation quand il dit l'oxyde de carbone, l'oxygène, il explique, mais on ne voit pas comment ça se matérialise. Donc c'est ça aussi, on a des sous-équipements, on a des enseignants en sous-effectifs. Et on a aussi des infrastructures qui sont obsolètes, il faut le dire. Je ne vais pas cacher quelque chose, je vais le dire. Quand on pense à changer un continent, quand on pense à changer des mentalités, il ne faut pas cacher les choses, il faut le dire. On voit qu'il y a les conditions des enseignements sont globalement mauvais. Elles sont très mauvaises, les conditions, à cause de la précarité des infrastructures, des équipements, des établissements qui pâtissent de mauvaise gestion et d'un manque d'entretien irrégulier. Il faut ajouter aussi ajouter à cela aussi, comme je disais en amont, une surpopulation dans les classes. On a des classes où il y a 50, 40 élèves. Et ça, ce n'est pas normal. Il y a aussi des situations... Et cette situation-là, toutes ces situations-là aussi affectent énormément les acquis de l'apprentissage. Il faut le dire, ça affecte énormément les acquis de l'apprentissage. Quand je prends un pays, par exemple, comme la Centrafrique, comme le Tchad, où souvent dans les classes, on peut arriver à avoir jusqu'à 70 élèves, je vous dis. 70 élèves dans une classe de primaire, dans une classe de secondaire, 70 élèves. Qui va apprendre, qui ne va pas apprendre? Qui va écouter le professeur, qui ne va pas écouter le professeur? Et je trouve que ça, ce sont des éléments qui sont fondamentaux et aussi, ce sont des éléments qui sont constitutifs aussi du manque d'enseignement de l'éducation en Afrique.
On remarque aussi qu'il y a certains pays où il y a même des classes en plein air. Je pense que vous avez vu ma page lorsque j'ai annoncé que j'allais parler d'éducation. Vous avez vu sur la page que j'ai mis, par exemple, des dessins de classe. Si vous avez bien vu, j'ai mis une photo de classe où l'école est la classe en plein air. Donc, du coup, dans des pays, on peut même trouver une classe qui est totalement en plein air, où les enfants ils sont assis sous forme de briques, comme je vais dire, et qui prennent des cours avec un monsieur, un maître arrêté au tableau, en plein air. Et vous voulez que l'enfant il apprenne quoi? Vous voulez qu'il sache quoi? Donc déjà ça montre que l'inconscience de l'État a fait de l'éducation sa priorité. C'est ce que je pense, c'est ce que je dis moi. Donc, les établissements ils manquent de matériel didactique, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité et souvent même il n'y a même pas de toilettes. Il n'y a même pas de toilettes où les élèves sont obligés d'aller peut-être en brousse là-bas pour aller aux toilettes. Et puis bon, les manuels scolaires aussi sont insuffisants. Les enseignants sont en sous-effectif. Il y a aussi le fait que l'Afrique manque d'enseignants bien formés, il faut le dire. Certes, il peut y avoir des enseignants, mais est-ce qu'ils sont bien formés? Est-ce qu'ils sont en nombre suffisant? Et tout ce niveau du système éducatif là, il faut dire qu'il y a tout ça, ce sont des problèmes qui affectent énormément le système éducatif. Les enseignants, certes, oui, ils exercent, mais ils sont en sous-effectif. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup d'enseignants pour tous ces enfants-là. Il n'y a pas aussi... Est-ce qu'eux-mêmes, en tant qu'enseignants, ils sont bien qualifiés pour donner les cours aux enfants? Il y a aussi ça. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la plupart des enseignants préfèrent aller enseigner dans les écoles privées. Pourquoi? Parce que les conditions de vie sont meilleures et puis ils sont bien payés. Contrairement aux établissements publics, ils sont mieux payés là-bas. Mais je vais quand même apporter des choses parce que c'est bien de dire oui, c'est ceci, oui, c'est cela. Mais s'il y a des trucs aussi qui sont bien, il ne faut pas manquer de le dire, il ne faut pas manquer de donner ces chiffres-là. Il faut dire qu'il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès depuis les objectifs du millénaire pour le développement. Et aujourd'hui, on est arrivé aux objectifs du développement durable. Il y a certains pays où il y a eu quand même pas mal de progrès en ce qui concerne l'éducation, la scolarisation, l'accès à l'école. Et on a vu que dans certains pays aujourd'hui, l'accès à l'école profite à 80% des enfants contre 64% en 2000. En 2000, c'était 64. Aujourd'hui, on a 80%. Et près de 4 enfants sur 10 vont au collège contre 3 enfants il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on n'avait pas beaucoup d'enfants. Et moi, je pense que c'est tout ce système-là des Nations Unies aujourd'hui pour aider l'éducation. Quand on parle de l'éducation pour tous, quand on parle de les agendas 2000 par exemple 63 de l'Union africaine, 2030 des Nations Unies, et tous ces deux agendas là mettent l'éducation au cœur des problématiques à régler. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on a une conscience. Oui, c'est vrai, on a une conscience, mais il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter en cours de chemin. Et on constate aussi, il y a un constat aussi que je fais, mais ce n'est pas aujourd'hui. Il y a très longtemps, on a remarqué qu'il y a plus de garçons qui vont à l'école que de filles. Aujourd'hui, il faut remédier à ça. Il faut avoir... Les filles et les garçons doivent être à égalité parce qu'il y a des filles qui sont très brillantes, qui sont très, très, très intelligentes. Aujourd'hui, on voit des femmes présidentes, on voit des femmes chefs d'entreprise, on voit des femmes, voilà, des grandes intellectuelles. Donc, du coup, il faut qu'il y ait une parité aujourd'hui entre les filles et les garçons. Il faut que les filles, voilà, les filles ne sont pas là seulement qui aller au marché ou bien faire à manger, mais elles peuvent être aussi de grandes dames qui prennent des décisions. Et moi, je pense qu'on commence à voir ça aujourd'hui. Donc, il faut plus booster les parents pour que les enfants filles partent à l'école. Donc, du coup, avec les objectifs du développement durable,
On a décidé, on a réfléchi, on a dit que d'ici à 2030, il faut au moins 170 millions d'enfants supplémentaires qui doivent aller à l'école, c'est-à-dire qui doivent être scolarisés. Et la scolarisation au niveau de l'école primaire a enregistré, comme je vous ai dit, des progrès significatifs en Afrique subsaharienne aussi. Il faut pas que je vous caille ça. C'est vrai que j'ai dit ce qui n'est pas bon, mais je dis aussi ce qui est bon. Il y a un taux de scolarisation aussi où on arrive à 100%. Dans la majorité de certains pays subsahariens, certains pays d'Afrique subsaharienne. On a un taux d'alphabétisation qui est toujours quand même relativement faible, mais on essaie de surmonter, ça commence à aller et je pense que ça va aller. Et puis aussi, j'ai remarqué qu'il y a il y a plusieurs pays africains, par exemple, qui ont mis en place des systèmes éducatifs et d'apprentissage informel en faveur des individus exclus du circuit classique. Et ceci est principalement l'initiative locale décentralisée soutenue par les ONG. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on a constaté qu'il y a certains pays qui le font, c'est-à-dire que les enfants qui sont quittés dans le système général, on essaie de les récupérer pour les mettre dans des systèmes assez peut-être professionnalisants, pour les aider à avoir des métiers, pour ne pas qu'ils restent comme ça, à ne rien faire. Donc, du coup, il y a ces initiatives-là dans certains pays africains, pas dans tous les pays, certes, mais il y a dans certains pays. Et ces initiatives-là viennent encore des ONG. Donc, moi, je pense que l'État fuit ses responsabilités dans certains cas. Et l'État doit aujourd'hui vraiment mettre l'éducation, beaucoup d'accent sur l'éducation, parce qu'il ne faut pas laisser ces systèmes éducatif là à d'autres personnes, par exemple des ONG, non, c'est plutôt les États même qui doivent se charger de ça. Donc, pour répondre à la troisième question, je vous ai dit que je ferai une analyse en 3 phases. La troisième phase, ce sont les propositions. Qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que moi, en tant qu'écrivain, en tant que chercheur, en tant que spécialiste de politique de développement économique, qu'est-ce que je propose? Je dis, il faut que il ne faut pas que les gouvernements africains fuient les responsabilités. Il faut que les gouvernements ils doivent injecter plus de financement dans l'éducation. Car sans une population éduquée, les pays africains ne seront pas le continent de l'avenir tant décrié. On est là pour dire l'Afrique est le continent de l'avenir, mais sans éducation, on n'est rien. Il faut le dire. Les pays qui sont éduqués, les pays où il y a un certain nombre d'éducations, vous le savez, comme j'ai dit en avant, ce sont des populations qui opèrent des choix, qui veulent des choix et qui les opèrent, qui savent se défendre. Mais c'est parce qu'ils sont éduqués. S'ils ne sont pas éduqués, comment ils vont pouvoir se défendre? Comment ils pourront savoir quels sont les droits, quelles sont les obligations? Donc, il faut que le gouvernement injecte énormément d'argent dans le système éducatif. Il faut aussi que les enfants aient une éducation de base. C'est très important d'avoir une éducation de base. Qu'est-ce qu'une éducation de base? L'éducation de base, c'est celle qui fait acquérir à l'individu, dans un contexte historique, social et linguistique déterminé, un minimum de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes, lui permettant de comprendre son environnement, interagir avec lui, poursuivre son éducation et sa formation au sein d'une société et de participer plus efficacement au développement économique, social, culturel de celle-ci. C'est une définition que je donne qui est longue. Je vais la reprendre, mais elle est très significative, cette définition-là. Pour la raccourcir, je dirais que l'éducation de base, tout individu doit avoir une éducation de base. Et cette éducation de base-là aide l'individu à interagir, à poursuivre son éducation, sa formation au sein d'une société, afin de participer plus efficacement au développement économique de son pays. Donc, l'éducation de base,
L'éducation de base, même si on n'est pas doctorant, même si on n'a pas, je sais pas, peut-être des millions de diplômes, le fait qu'on ait une éducation de base, déjà cette éducation de base-là peut nous aider. Donc, il faut que les individus, il faut que la plupart des gens aient une éducation de base. Le minimum de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes qui leur permettent de comprendre leur environnement. Il y a aussi le fait que c'est impératif aussi, une éducation de qualité. C'est impératif d'avoir une éducation de qualité. Oui, c'est très, très, très impératif. On ne peut pas faire de l'école comme ça parce que oui, il faut aller à l'école, mais il faut que ça soit des écoles de qualité pour que demain on soit compétitif sur le marché de l'emploi. Donc, je veux une éducation de qualité qui est impérative pour préparer les enfants à acquérir des compétences, des connaissances, des valeurs et des attitudes nécessaires pour réussir dans le 21e siècle. On le sait aujourd'hui, c'est bien beau même aujourd'hui même d'avoir des diplômes. Mais avoir même des diplômes déjà là, c'est pas mal. Mais le milieu, même le monde du travail est tellement aujourd'hui très difficile, c'est tellement compétitif que même avec des énormes diplômes, on n'arrive même pas à trouver du travail. Donc imaginez des éducations qui n'ont pas de qualité, où on a eu des diplômes alors qu'on ne peut même pas les mettre en pratique. Donc, Qu'est-ce que ça répond à quoi? Déjà, tu as les diplômes, tu n'as pas de travail. Bon, tu as les diplômes, tu n'as pas les compétences qui vont avec, tu n'as pas la qualité du diplôme qui va avec. Qu'est-ce que ça va devenir? Je pense que c'est un dilemme auquel on doit réfléchir. Donc, je propose une éducation de qualité. Chaque enfant devrait pouvoir obtenir une éducation de base pertinente et de qualité. Il y a aussi une troisième proposition que je voulais faire, ce sont les Erasmus. Créer des Erasmus en pays africains. Et moi, je pense que cette création d'Erasmus en pays africains, intra-africains, sera très intéressant. Pourquoi pas une Erasmus entre la Côte d'Ivoire, par exemple, avec le Sénégal, université sénégalaise, ou bien une université malienne, ou bien burkinabé, ou bien sierra-léonaise, ou bien, voilà, une université sud-africaine, pourquoi pas kenyane, pour les permettre ce change de matière, de connaissances, c'est-à-dire faire 6 mois par exemple de cours en Côte d'Ivoire et aller faire peut-être 6 mois de cours de ce même cours, de ces mêmes études-là, par exemple au Mali ou bien pourquoi pas au Sénégal. Ça permettra aussi aux enfants non seulement de bouger, de connaître d'autres environnements, de connaître d'autres manières d'enseigner, de connaître d'autres manières de l'enseignement. Voilà, ces Erasmus, moi je pense que c'est très intéressant. Ici en Europe, ce n'est plus quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui se fait depuis belle lurette. Moi j'ai une cousine qui a participé à ça, elle était à Paris, elle a fait l'Erasmus, elle s'est retrouvée à Vienne. Aujourd'hui, elle vit même à Vienne. Vienne est devenue comme, voilà, elle travaille là-bas aujourd'hui. Donc, il faut amener l'État à créer ces Erasmus-là entre pays intra-africains et entre aussi établissements, entre universités. Et je pense que c'est quelque chose qui a son avantage, c'est quelque chose qui est très bien. Moi, en tout cas, voici les 3 propositions que je donne. On a besoin d'une éducation de qualité. On a besoin des enseignants qui sont bien formés. Et on a besoin aussi d'une mobilité pour apprendre ailleurs. Parce qu'on ne peut pas rester que chez soi pour apprendre. C'est bien d'apprendre ailleurs et de revenir. C'est bien aussi de participer au développement. On n'est pas obligé de rester dans le pays pour participer au développement. Mais le fait de sortir, le fait d'apprendre de l'autre, le fait d'acquérir
acquérir des connaissances de l'autre, moi je pense que c'est quelque chose qui est très bien. Et c'est quelque chose qui est fondamental, c'est quelque chose qui fait partie de l'intelligence de l'homme. Quand on dit quelqu'un intelligent, c'est pas parce que tu lis chaque fois des bouquins, c'est parce que non, tu t'instruis. Une forme d'intelligence aussi, c'est le fait de voyager. C'est le fait d'apprendre de l'autre. Ça aussi, c'est une forme d'intelligence. Donc aujourd'hui, voilà, je m'arrête à là. Mais il faut faire comprendre à nos populations qu'on a besoin de gens éduqués, on a besoin d'une éducation de qualité, on a besoin d'être bien formés pour être vraiment le futur de demain. Et comme je l'ai dit, mon émission, mes séances vidéo, c'est l'Afrique virgule maintenant. Voilà, je ne dis pas l'Afrique, le continent de l'avenir, non. Parce que quand on parle de continent de l'avenir, même en l'an 2000, je ne sais pas, en 2030, on dira encore continent de l'avenir. On dit l'Afrique maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour évoluer? Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que l'Afrique vraiment arrive au continent qu'on dit, oui, aujourd'hui c'est les Africains, aujourd'hui on est devant. Il y a énormément d'Africains qui sont très intelligents, il y a énormément d'Africains qui ont des diplômes en un point fini, mais il faut les mettre en pratique. Il faut les aider, il faut mettre en pratique ces diplômes sur nos continents, dans nos différents pays pour apprendre. Aujourd'hui, l'Afrique doit se mettre ensemble, que je sois sénégalaise, malienne, ivoirienne, congolaise ou quoi. Il faut que l'Afrique soit ensemble parce qu'il y a quand même pas mal de cerveaux qui sont bien formés, ceux qui sont venus ici, ceux qui sont restés là-bas. On a tous de bonnes formations. Donc, je pense que il faut cette éducation-là, ça me tient à cœur de faire cette émission-là sur l'éducation parce que pour moi, l'éducation est impérative. Et Nelson Mandela a dit, je redis, que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. L'éducation, ça change le monde. L'éducation, ça change le monde. L'éducation, ça change les esprits. Avec l'éducation, on peut opérer des choix. On peut ne pas se faire berner par nos politiques. Parce qu'on sait ce qu'on veut. Donc, on a besoin de beaucoup de personnes qui sont éduquées. Mais il faut mettre les conditions. Il faut injecter de l'argent. Je vais finir ici. Lorsque le président Macron est parti, en début de son mandat, est parti au Burkina, qu'il a reçu les élèves à l'université. On a vu comment ça s'est passé. On a vu qu'ils avaient posé des questions où le président Macron rigolait. C'est dommage parce que moi je pense que si c'était ici, même les enfants qui sont à des bases, ils allaient lui poser des questions auxquelles ils n'allaient même pas pouvoir répondre, ça c'est sûr. Mais j'ai vu qu'il y avait... il y a un manque de qualité des enseignements en Afrique. Mais ça, il faut remédier en injectant énormément d'argent dans l'éducation parce qu'un pays sans éducation, c'est un pays qui n'avance pas. Un pays sans éducation, c'est un pays qui ne vaut rien. Un pays sans éducation, c'est un pays qui va rester toujours sur le dos des autres, c'est-à-dire qui sera le goulot d'étranglement des autres. Et l'Afrique n'a pas besoin de ça aujourd'hui, parce que l'Afrique a énormément de personnes ressources, comme je dis, énormément de gens qui sont très intelligents, qui sont, voilà, qui savent, qui connaissent des choses. Donc, il faut profiter. Voilà, je reviens sur l'Erasmus. Il faut faire des Erasmus entre pays africains, entre pays intra-africains. Et je pense que ça peut beaucoup nous aider. Voilà, même quand on sort, quand on vient ici, voilà, il faut pouvoir avoir cette possibilité de retourner dans nos pays africains et travailler. Quand on n'a pas la possibilité, bon, on va rester ici. Et c'est ce qui amène la fuite des cerveaux. Donc, sur ce, je vous dis merci. Je dis merci à tout le monde de m'avoir suivi aujourd'hui sur l'éducation. La prochaine vidéo sera jeudi prochain et ça sera sur la formation des jeunes. Voilà, je vais continuer encore un peu avec ça, sur la formation des jeunes, parce que c'est impératif aussi qu'on soit bien formé. Et dans quel domaine? Des domaines de maintenant, des domaines de... Voilà, parce qu'au fur et à mesure que le monde avance, aujourd'hui on est au XXIe siècle, il y a des domaines qui n'existaient pas peut-être depuis 1960 aujourd'hui, voilà, qui existent. Donc, pouvoir former, quels sont les domaines dans lesquels on peut former les pays, les jeunes Africains pour exceller. Donc, je vous attends encore pour la prochaine vidéo, mardi prochain, sur la formation des jeunes. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui suivent mon direct. Je vous remercie infiniment.
Et si j'ai des questions, je pourrais répondre. Je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a mis quelque chose que je ne vois pas. Il dit le Tugana, c'est avant tout l'instruction, la base, quoi. Je ne comprends pas trop. Mais bon, je pense que je vais essayer de peut-être relire certaines questions. Et s'il y a aussi à répondre, je pourrais éventuellement répondre à ces questions-là la prochaine fois quand je vais débuter ma vidéo. Donc, je vous dis merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui partagent ma page, mes vidéos, à tous ceux qui like, à tous ceux qui veulent poser des questions, qui veulent interagir avec moi. Ça me fera énormément plaisir parce que je me dis que je ne connais pas tout, je ne suis pas voilà, la plus grande intellectuelle. Il y a des intellectuels qui sont hyper brillants plus que moi. Donc du coup, voilà, c'est bien qu'on se mette ensemble, qu'on apporte nos idées ensemble pour vraiment que le changement soit effectif. Bonne journée à tout le monde. Merci et je vous dis à jeudi prochain. Bye bye. Ciao. Au revoir.